Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur les schémas directeurs réseau. Et on est là pour 2 heures d'intervention et de questions. J'espère beaucoup de questions nombreuses. On essaye de faire quelque chose d'assez pragmatique, pratique pour tous ceux qui veulent se lancer sur ce sujet, ou ceux qui ont déjà un peu avancé et qui voudraient voilà, voir un peu comment ça se déroule dans d'autres territoires. On aura de témoignages en ce sens. Et ces petites consignes étant faites, je vous présente le sommaire de notre webinaire. Donc une première partie un peu sur les enjeux liés au réseau de chaleur et de froid, qui serait présenté à la fois par Mona Guitou d'Amorce et puis Lorraine Dagalier de l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes. Une deuxième partie sur des témoignages de 2 communes qui ont mis en place un schéma directeur réseau, qui vous feront un retour d'expérience. Donc Fabrice Bugiaud de la ville d'Annecy et le maire d'Allègre, Guy Messonnier, ainsi que Pierre Schneider de Kéros Ingénierie, qui l'a accompagné. On se passera ensuite sur une troisième phase. Quels sont les outils et modes de financement pour passer à l'action? Et puis une petite conclusion pour finir ce webinaire. Du coup, l'enjeu de cette première partie, c'est une première partie assez rapide pour montrer comment en gros, quelle place pour le développement, le verdissement des réseaux de chaleur dans les contextes européens, nationaux, et dans les manières dont on peut se projeter sur les futurs énergétiques des territoires. OK, très bien. Bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Mona Guitou, je suis chargée de mission réseau de chaleur et de froid au sein de l'association Amorce. Je vais vous faire un rapide topo du contexte international, donc plutôt européen, et du contexte national favorable au développement des réseaux de chaleur et de froid. Alors, pour commencer sur le contexte international, donc on va parler de Fit for 55, qui est un paquet de mesures européens pour la décarbonation. En termes de contexte, donc pour rappel, en 2015, ont été signés par quasiment 200 États l'accord de Paris sur le climat, donc pour respecter les objectifs climatiques. Et en 2019, l'Union européenne a présenté le Green Deal, ou le pacte vert à la française, qui engage l'Union européenne à la neutralité climatique en 2050. Donc justement, la présentation de ce Green Deal a enchaîné avec la signature du paquet législatif Fit for 55. Donc, c'est compliqué. Fit for 55, ça consiste en quoi? Donc, comme je vous disais, ça concrétise l'ambition de l'Union européenne d'être le premier continent neutre en carbone, donc avec une neutralité carbone en 2050 et une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030, donc par rapport à 90, d'où le 55. Et ce qui est symbolique justement avec ce paquet de mesures, c'est que ça montre un engagement politique des accords de Paris à une obligation contraignante par la loi. Donc, c'est-à-dire que légalement, en fait, les États qui ont de l'Union européenne, ils ont une obligation réglementaire, en fait, de respecter ces réglementations. Du coup, qu'est-ce que c'est en fait ce paquet de mesures? Donc, c'est 13 mesures qui ont été présentées en 2021, qui ont notamment qui ont des articles réglementaires assez variés, mais avec les réseaux de chaleur justement qui ont une précision spéciale, avec la hausse des critères de définition d'un réseau de chaleur vertueux à partir de 2026. Donc à ce jour, un réseau de chaleur vertueux, c'est un réseau qui a plus de 50% de NRR, et donc à partir de 2026, ce seront des conditions qui seront de plus en plus contraignantes. Il y a également une hausse des ambitions annuelles d'augmentation d'énergie renouvelable au sein des réseaux, donc c'est-à-dire qu'il y a un taux qui est assez important, donc assez ambitieux pour justement pouvoir respecter ces objectifs. Il y a également la révision de la directive énergie renouvelable RED 3. Donc, cette directive, c'est la directive relative à la promotion des ENR. Donc, ce qu'elle permet, en fait, c'est d'imposer aux États membres la promotion du développement des réseaux de chaleur vertueux, avec justement une contrainte de développement annuelle assez forte du taux de NRR injecté dans les réseaux. Et en plus de ça, ça impose aux gestionnaires des réseaux en général une obligation de raccordement des réseaux et d'intégrer de nouvelles sources de NRR.
Et enfin, ce qu'elle implique également, c'est la coordination de développement des réseaux de chaleur avec le réseau électrique, notamment par rapport au stockage, pour avoir un stockage de chaleur. En plus de ça, donc, cette directive RED 3, donc ça a créé des fonds pour justement accompagner les États à pouvoir se développer et justement respecter ces objectifs. Donc, il y a le fonds d'innovation, le fonds de modernisation, mais celui qui nous intéresse particulièrement, c'est le fonds social pour le climat, avec notamment la création d'un plan social pour le climat pour lutter contre la précarité énergétique et la mobilité. Donc, en fait, ce fonds, il est fourni à 50% par les États membres et à 50% directement en fonds propres. Et en fait, ce fonds, justement, ce qui permet, c'est l'élaboration de plans locaux de chauffage et de rafraîchissement, du coup, pour justement faire en sorte de développer des systèmes de chauffage et de rafraîchissement qui sont en accord avec ces ambitions. En fait, ce qu'on se rend compte justement avec Fit for 55, c'est que la réglementation européenne, en fait, elle aussi, elle encourage les États membres à développer les réseaux de chaleur et de froid. Et en fait, c'est une ambition qui est globale. Pour revenir sur le plan plus local, donc sur le national, en France, on a aussi des réglementations qui permettent le développement des réseaux de chaleur. Donc, c'est le classement. Le classement, en fait, en quoi ça consiste ? Ça consiste à rendre obligatoire le raccordement des bâtiments neufs et rénovés dans certaines conditions au réseau de chaleur vertueux. Donc, c'est-à-dire qui respectent certaines conditions, et là, notamment, qui ont plus de 50% de taux de NRR. On va revenir juste après sur quelles sont les conditions de raccordement. Donc, en fait, en gros, qu'est-ce que ça implique justement quand un réseau est classé ? C'est-à-dire que sur un territoire, il y a une zone de développement qui dit que dans certaines conditions, les bâtiments neufs et rénovés sont obligés d'être accordés au réseau de chaleur. Donc, ça permet justement pour la collectivité qui classe son réseau, d'avoir une visibilité sur le développement du projet et justement après une visibilité sur ce qui est l'équilibre économique, puisque du coup, on peut anticiper quel type de bâtiments vont être accordés, mais également aussi de se rendre compte des besoins qui vont apparaître et justement pouvoir développer le verdissement et encourager le verdissement du réseau. Et d'un autre côté aussi, pour les abonnés et les usagers, en fait, ça permet d'avoir une visibilité sur le coût, en fait, puisque du coup, on a un système qui est assuré pour toute la collectivité. Donc, c'est un outil de planification énergétique aussi, puisque ça offre une visibilité pour la collectivité qui peut justement s'en inspirer via les documents d'urbanisme et du coup, qui peut déterminer son classement en fonction de ça. Et en plus de ça, il n'y a pas de durée de classement, donc un réseau n'est pas classé pour une durée indéterminée, mais par contre, le texte du classement impose une révision des conditions de classement à chaque révision du schéma directeur du réseau. Donc, les critères pour le classement, c'est qu'il faut que le réseau soit alimenté par au moins 50% d'énergie renouvelable et de récupération. Donc, comment on se rend compte en fait de cette alimentation ? C'est via l'enquête annuelle des réseaux de chaleur et de froid. Donc, les gestionnaires de réseau ont l'obligation de répondre à cette enquête. Et en fait, ensuite, via cette enquête, il y a un arrêté DPE qui est publié chaque année et qui publie du coup les taux de NRR des réseaux de chaleur. Et là, à ce jour, donc sur 2022, il y a 550 réseaux qui respectent ce critère et qui du coup sont éligibles au classement. Ensuite, les autres conditions sont le comptage de l'énergie donc en sous-station et l'équilibre financier assuré sur le réseau. Donc, globalement, en fait, pour comprendre comment se passe le classement d'un réseau, c'est-à-dire qu'à l'année N, il y a l'arrêté DPE qui sort, qui dit si le réseau est classable ou pas. La collectivité a environ 10 mois pour délibérer si oui ou non le réseau est classé ou pas. Donc, s'il est classé, il y a également à définir les conditions du classement, parce qu'il y a des conditions standards qui sont imposées, ou alors les collectivités peuvent elles-mêmes décider quelles sont les conditions. Et une fois que la délibération a été posée, le classement est effectif. Et quelque chose qui est à noter aussi, c'est qu'un réseau peut être classé sans forcément apparaître dans l'arrêté DPE. Et dans ce cas-là, c'est des conditions qui sont propres. Donc, comme je vous disais, il y a des conditions pour être classé, mais il y a des conditions également de dérogation, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que le réseau est classé que tous les bâtiments doivent nécessairement y être raccordés. Donc, en fait, en fonction des caractéristiques, par exemple, si le besoin de chaleur ou de froid ne correspond pas du tout aux caractéristiques techniques du réseau, il faut justifier déjà du fait que ce n'est pas possible, mais c'est possible de ne pas se raccorder. Dans la même idée, si les délais de raccordement ils sont incompatibles avec les besoins, par exemple, si c'est un besoin très important et très rapide, il y a une dérogation qui est faite pour que le bâtiment ne se raccorde pas.
enfin, du coup, s'il y a des solutions qui sont plus vertueuses et s'il y a une disproportion des coûts qui est très importante. Donc, si jamais vous voulez plus de précision sur le classement, donc, je vous remets mon contact juste après. Et surtout, vous avez une Amorce qui a produit une note sur le classement qui est disponible sur le site internet et du coup qui a le nom qui est inscrit à l'écran. Voilà, c'était une petite introduction sur les conditions de développement en Europe et en France. Donc, merci beaucoup. Donc, Lorraine, je te repasse la main. Oui, juste, il y avait une petite question, mais Lorraine a déjà répondu dans le chat, mais voilà, je pense que c'est plus interactif si on le fait Oui, ouais. par oral. Donc, que se passe-t-il si la collectivité ne délibère pas dans les temps impartis, j'imagine? Euh, donc, voilà. Oui, j'ai dit ce sont les conditions par défaut qui s'appliquent, à savoir, là, elles n'ont pas été données parce que l'idée c'était juste de faire, je pense, de Mona, de faire une présentation quand même rapide pour dire qu'il y avait cet outil juridique classement qui était un bon outil pour le développement des réseaux et qui rentrait pas dans les détails de qu'est-ce que sont ces conditions par défaut. Mais du coup, en fait, sans délibération de la part de la collectivité, si le réseau il est concerné par le classement systématique, donc il a ses 50% de NRR, et ben du coup, on va dire le principe de ce qui était dans la loi énergie-climat et puis dans l'arrêté, c'est que le réseau est quand même classé et que du coup, il y a un périmètre par défaut qui va être le périmètre de développement prioritaire sur lequel les bâtiments sont obligés de se raccorder. Et du coup, ce périmètre par défaut, c'est le périmètre de la DSP quand on est dans le cas d'une DSP et de mémoire, le périmètre de la commune quand on est sur un réseau qui est en régie. Ouais, de la commune ou des communes, en fait. C'est ça aussi, Oui. justement, qui est important, qu'il faut qu'il y ait une délibération, parce que parfois, une commune entière peut se retrouver en zone de développement, alors que le réseau, il ne traverse pas toute la commune, quoi. Et du coup, après aussi, il y a les paramètres sur les bâtiments, parce qu'il y a un paramètre, il faut que le bâtiment, il a un besoin minimum, en fait, pour être raccordé, qui est de 30 kilowatts. Et justement, en fait, cette délibération permet de définir, justement, ce besoin minimum qui peut être ajusté à la hausse, mais du coup, le minimum légal, c'est 30 kilowatts pour le bâtiment. Autre, Donc, autre ouais. question, si la commune a un réseau mais qui ne vend pas de chaleur, c'est-à-dire qu'il l'utilise uniquement pour les besoins de ses bâtiments, est-ce que ce réseau est concerné par un classement? Les réseaux techniques ne sont pas concernés par le classement. En fait, il faut qu'il y ait une vente de chaleur. Donc, ça veut dire que les réseaux privés aussi peuvent être classés, mais ils ne sont pas concernés par le classement obligatoire. Mais a priori, les réseaux techniques, quand il n'y a pas de vente de chaleur, il n'y a pas de classement obligatoire. Très bien. Et juste pour répondre aussi dans la continuité à la question de Simon Genucci, ou Genussi, pardon, pour la prononciation. En pratique, c'est pas forcément très souhaitable, je pense, pour les collectivités d'avoir le réseau qui est classé d'office parce que du coup, ça veut dire que, bah, au final, c'est un peu, subir ce classement systématique sans vraiment avoir réfléchi au périmètre sur lequel il est vraiment utile pour le réseau et qu'il ne va pas être limite une épine dans le pied, parce que si on classe le réseau sur une trop grosse zone par rapport à la zone sur laquelle on souhaitait développer son réseau, en gros, on peut se retrouver obligé de gérer des dérogations de raccordement auprès de maîtres d'ouvrage de bâtiments, mais où en fait on ne souhaite pas soi-même soi-même en tant que gestionnaire ou propriétaire de réseau, que les bâtiments se raccordent parce que trop loin ou que ça va avoir un impact sur le taux d'énergie renouvelable du réseau, etc. Donc les conditions par défaut, c'est un peu la manière qui a été trouvée quand l'arrêté il a été rédigé pour traduire ce caractère dit systématique du classement et en fait être une forte incitation pour les collectivités concernées à prendre en main le sujet elles-mêmes et du coup décider des conditions de classement, donc en particulier de la zone de développement prioritaire dans laquelle il y a l'obligation de raccordement qui s'applique. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on enchaîne avec
toi, Lorraine, pour ta Ça marche. présentation. Donc, moi, la suite de hop, ouais, c'est bon. Vous voyez bien mon écran? Je pense. Absolument. OK. Donc, la suite de cette partie, introductive au webinaire, elle porte sur, des scénarios ADEME, dont vous avez peut-être, entendu parler. Des scénarios, prospective, 2050. Donc en fait, l'ADEME a fait plusieurs scénarios. Hop, je vais aller tout de suite sur la slide. Voilà, dans l'étude, elle s'appelle Transition 2050, plus spécifiquement. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est spécifique au réseau de chaleur, donc le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Mais l'idée, c'était juste de vous faire une information sur leur existence et leur utilité et de vous indiquer à l'intérieur de ces scénarios comment le développement des réseaux de chaleur a été pris en compte. Donc, du coup, j'en viens à la présentation de ces scénarios. En fait, pendant 2 ans, environ une centaine d'experts de l'ADEME ont travaillé à créer des scénarios pour se projeter à l'horizon 2050 et envisager la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc une centaine d'experts de l'ADEME et également beaucoup d'intervenants extérieurs qui ont été consultés à maintes reprises pour la construction de ces différents scénarios. Il en est ressorti 5 scénarios, donc, dont un tendanciel, donc en fait 4 scénarios qui sont un peu des grands modèles de société vers lesquels on peut se projeter. Pourquoi justement cette démarche a été faite? Notamment pour permettre en fait aux territoires, aux décideurs de se projeter vers le futur à 2050 et d'aborder toutes les questions en fait à se poser pour viser cette neutralité carbone. Donc, c'est un énorme travail très intéressant qui aboutit à 4 scénarios. Je pense que, enfin, j'ai pas été parmi, du tout les contributeurs, hein, mais j'imagine qu'on aurait pu arriver à encore plein d'autres scénarios mixtes entre ceux-là. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir des grandes familles, de futurs possibles à horizon 2050. Donc, du coup, ces scénarios, ils ont abordé à la fois les questions énergétiques, les questions de mobilité, les questions d'alimentation, les questions de gouvernance, hem et de consommation en général, d'industrialisation. Voilà, pour vraiment construire un ensemble cohérent dans chaque scénario, visant à la neutralité carbone. Donc, je vous les présente très rapidement là avant de justement passer, à la place de la chaleur, parce que c'est des outils qui, d'une manière générale, peuvent être aussi réutilisés, comme base de discussion, de manière assez intéressante sur les territoires. Donc, il y avait donc un scénario tendanciel. Donc, comme son nom l'indique, en fait, c'est la poursuite des tendances actuelles dans tous les domaines. Il y a un scénario d'IS1 qui est le scénario qui s'appelle Génération frugale. Donc celui-ci, c'est le scénario qui est le plus orienté sur une gouvernance très citoyenne. C'est aussi le scénario dans lequel la sobriété est la plus forte. Et du coup, forcément, les baisses de consommation sont aussi les plus fortes dans tous les domaines. Un scénario S2, coopération territoriale, qui a encore une grande sobriété, mais un peu moins contrainte que dans le S1, et qui associe à la sobriété aussi beaucoup de mesures d'efficacité mises en place. Au niveau de la gouvernance, son nom l'indique un peu, coopération territoriale, il y a une grosse planification des changements par les pouvoirs publics territoriaux, pardon. Et puis, ils misent beaucoup donc sur l'économie circulaire et les échanges entre territoires voisins. Voilà. Le S3, technologie verte, lui, c'est un scénario sur lequel, comme son nom l'indique, on mise davantage sur des technologies décarbonées. Donc il y a beaucoup d'électrification,
et on mise beaucoup sur des efforts technologiques. Et puis le dernier scénario, S4, il s'appelle Paris réparateur, dans le sens où il y a moins de réduction des émissions de carbone, parce que c'est un scénario qui est globalement moins sobre que les autres. Mais on va miser sur notamment des systèmes de capture du carbone qui, à ce jour, ne sont pas une technologie mature. Voilà, et avec une gouvernance plus centralisée que sur les autres scénarios. Donc voilà, vous imaginez un peu pourquoi je dis qu'on aurait pu en faire plein d'autres, j'imagine, en mélangeant des aspects des uns et des autres. Mais donc voilà, c'est un outil l'ensemble de ces scénarios sont un outil qui peut être utile pour créer ou développer la réflexion sur le futur des territoires. Donc, après cette petite introduction, quelle place pour la chaleur dans ces scénarios? Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai laissé le tableau parce que si jamais vous êtes intéressé à rentrer un peu dans le détail, au moins les informations sont là. Mais globalement, en fait, dans ces différents scénarios, comme il y a des caractéristiques d'urbanisme, de niveau de rénovation, donc de demande en énergie des bâtiments résidentiels, tertiaires, de l'industrie aussi, suivant qu'il y a une industrialisation sur le territoire ou qu'au contraire, il y a une désindustrialisation qui est poursuivie, voire accélérée dans le S4. On n'aura pas, tous ces facteurs vont jouer sur la demande de chaleur des territoires. Donc voilà, globalement, sur le S1, on a vu que c'était un scénario qui est assez sobre, donc demande de chaleur plus basse. Si on a de la réindustrialisation, en revanche, ça peut jouer aussi sur une demande de chaleur plus élevée. Et puis voilà, les niveaux de rénovation vont beaucoup jouer. Donc justement, on va regarder ça en termes de graphes sur la demande de chaleur. Par scénario. Donc, dans chaque scénario, en fait, là, sur le graphe, on voit la demande de chaleur en 2015, avec d'ailleurs la différence entre la chaleur qui est livrée par des réseaux de chaleur et puis la chaleur hors réseau, donc tout le reste. Et après, sur chaque scénario, on voit à combien la demande de chaleur pourrait baisser, d'abord en 2030, puis à l'horizon de neutralité carbone en 2050. Donc voilà, comme je disais, le S1, c'est celui où on va avoir au final la plus faible demande de chaleur. Globalement, la demande de chaleur, elle augmente S1, S2, S3, S4. Mais en tout cas, dans tous les scénarios, on a à l'horizon de 2050 une demande de chaleur qui a quand même assez fortement diminué et puis diminué peut-être dans une moindre mesure sur le S4. Là, on ne l'a pas fait apparaître, mais cette demande de chaleur, elle diminue sur les 3 secteurs, résidentiel, tertiaire et industrie, qui peuvent être donc concernés par des livraisons réseau de chaleur. Et puis, ce qu'on va voir un peu plus en détail juste après, mais où on peut déjà voir avec la partie en vert foncé. Globalement, c'est sûr que au niveau de toute la chaleur consommée en France, on reste dans tous les scénarios sur une chaleur qui est majoritairement distribuée en direct sur site, donc c'est ce qu'on appelle hors réseau. Mais au global, le pourcentage, on va dire la part de marché des réseaux de chaleur dans l'ensemble des scénarios, elle va venir s'accroître. Donc en 2015, on était à 3% sur l'ensemble de la chaleur utilisée en France. Et puis, suivant les scénarios, on est à plus 8, plus 12, plus 13 ou plus 8, 12, 13 ou 6% de part de marché, de part de la chaleur utilisée en France, quoi. Donc, sur les 3 secteurs toujours, industrie, résidentielle, tertiaire. Donc, pour aller encore un petit peu plus en détail sur la chaleur qui est, sur comment évoluent les réseaux de chaleur, quoi, dans ces différents scénarios.
ce qu'on voit, c'est que donc les livraisons de chaleur par les réseaux de chaleur augmentent dans tous les scénarios. Donc après, bon, voilà, il y a des petites différences entre les uns et les autres, avec voilà, une plus ou moins forte part de chaleur livrée par les réseaux. Ce qu'il faut savoir, ce que je ne vais pas tout détailler, mais c'est que dans les scénarios, beaucoup d'hypothèses qui dépassent juste les hypothèses propres à la chaleur sont imbriquées les unes avec les autres. Je donne un exemple un peu comme ça au hasard. Dans un scénario où on va utiliser beaucoup d'hydrogène, par exemple, on aura besoin éventuellement de beaucoup d'électricité pour produire cet hydrogène. Du coup, peut-être qu'on aura moins d'électricité disponible pour la chaleur et qu'on viendra le compenser par plus de chaleur réseau. Donc ça, c'est juste un exemple, hein, mais voilà, ce qui explique que, il y a des explications aussi qui tiennent des autres hypothèses hors chaleur des scénarios sur les différences. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, dans le S1, le scénario génération frugale, pardon, je parle beaucoup en S1, S2, S3, S4, mais faut peut-être que je rappelle les noms à chaque fois. Génération frugale, le développement des réseaux, il repose beaucoup sur des extensions et de la création de petits réseaux en zone rurale. Dans le scénario coopération territoriale, là, les réseaux ils se sont développés principalement dans des villes moyennes, création et extension. Dans le scénario technologie verte, c'est là qu'on a les plus gros volumes de livraison par réseau de chaleur. Et leur développement, il s'est concentré sur les métropoles, avec l'extension des réseaux existants. Où du coup, il y a beaucoup de demandes de chaleur aussi dans ce scénario-là. Et sur le S4, donc Paris réparateur, voilà, les réseaux ils sont continués de se développer sur le rythme tendanciel. Donc finalement, ce n'est pas le scénario sur lequel ils sont le plus développés malgré la demande de chaleur, au fil de l'étalement urbain des villes. Parce qu'effectivement, dans ce scénario S4, au niveau urbanisme, on a un étalement urbain qui continue. Voilà. Et oui, j'avais mis une dernière slide effectivement sur la constitution sur les énergies renouvelables et de récupération qui alimentent ces réseaux. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'au niveau de la biomasse, on est quand même sur une part significative dans les 4 scénarios. Donc la biomasse qui est en vert foncé, aux 2 horizons à chaque fois en 2030-2050. Et puis sur les autres énergies renouvelables et de récupération, chaleur de récupération, biogaz quand on parle de méthanisation d'injection directe et solaire thermique, ça reste globalement une part qui est quand même plus faible dans ces scénarios-là. Le gaz, donc on voit en vert plus clair, il demeure quand même encore présent dans les réseaux sur tous les scénarios, même si sa quantité a diminué comme aujourd'hui, mais en moins grande quantité dans son rôle d'appoint et secours sur les réseaux. Voilà, bon, on ne sait pas, le futur des réseaux de chaleur, ce sera sans doute un mix, voire même peut-être différent de ces scénarios-là, mais c'est pour dire que dans les scénarios ADEME 2050 et comme dans d'autres scénarios d'ailleurs qui ont été faits par d'autres acteurs, les réseaux de chaleur ont toute leur place et l'ensemble de ces futurs énergétiques misent sur leur développement. Donc voilà, pour plus d'infos en général, pour pouvoir vous approprier éventuellement ces scénarios, ils existent décrits sous forme de synthèse, de rapports complets, il y a un podcast, il y a des thématiques, des fiches thématiques. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce site-là, transition2050.adem.fr. Merci Je Lorraine. regarde s'il y a eu des questions entre-temps. Il n'y a pas eu de questions posées pour l'instant, mais j'invite les gens évidemment à intervenir ou à lever la main. Moi, j'ai une question pour entamer un peu la machine. Donc, ce que je retiens, c'est qu'on a 90% d'énergie renouvelable dans les réseaux de chaleur à terme dans tous les scénarios, quelles que soient finalement les Oui. hypothèses qu'on pose. Mmh. Et donc, on est en région Auvergne-Rhône-Alpes à 65%, je crois, actuellement. Donc, il reste
à savoir quelles énergies renouvelables vont être mobilisées. Est-ce que c'est toutes les technologies ou il y en a en particulier qui se développent plus que d'autres? Bah, effectivement, je n'avais pas cité le chiffre qui était en titre tout à l'heure, le 90. Tu veux dire au niveau des ENR dans les réseaux? Bah, i Oui, tout à fait. en fait, on continue quand même globalement, là, on a le mix 2020. Donc on voit que, sans chercher à rentrer dans chacun, mais on a encore, enfin, la part de gaz, comme j'ai dit, qui diminue systématiquement, quand même assez fortement. Et qu'après sur les autres énergies, globalement, ça dépend quand même un petit peu, des scénarios vers lesquels on se projette, mais qu'on a quand même un gros développement à chaque fois de la biomasse, enfin un important développement de la biomasse, et qu'après, au niveau de la géothermie, des autres ENR dans lesquels il y a notamment le solaire thermique, on reste sur des parts qui sont globalement un peu plus faibles, enfin comme elles le sont aujourd'hui, mais qui connaissent, enfin, qui se sont aussi développées en fait. On garde un peu la proportion, qu'on a aujourd'hui. Heu, Peut-être un peu plus favorable parfois aussi aux autres ENR suivant les scénarios quoi. Donc c'est pas une science, très exacte, non plus, hein. Et j'avais reçu aussi, une question, en direct, sur, la question, de savoir qu'il reste du gaz dans donc, à peu près, bah, en moyenne 10 quoi, dans les scénarios, dans les réseaux de chaleur pardon, en 2030 2050 décidément. Hem Et en fait, sur le gaz, qui reste, c'est 100 du biogaz, qui était, considéré, dans les scénarios. Mais, biogaz en garantie d'origine, a priori, parce que, le biogaz, méthanisation, injection directe, il est dans autres ENR. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des gens qui veulent éventuellement réagir? On pourra reprendre peut-être une série de questions à la fin du webinaire si des questions qui tardent à remonter. En tout cas, merci Lorraine et merci Mona pour ce premier propos introductif qui nous permet de bien mesurer à quel point les réseaux de chaleur, quelles que soient les hypothèses, quelles que soient les différentes options qu'on prend, finalement, vont continuer à se développer fortement et voire même doubler si j'en vois un peu les orientations qui sont prises, doubler par rapport à l'existant, sachant que Mmh. l'existant est déjà des gros réseaux de chaleur plutôt très urbains et assez anciens. Il va falloir aller chercher donc beaucoup de développement de nouveaux réseaux de chaleur et beaucoup aussi de développement des réseaux de chaleur existants qui ont été créés à une certaine époque et pas forcément re-questionnés. Et c'est à ça que sert un schéma directeur. Et je vais donc pouvoir embrayer sur la deuxième partie et du coup demander à Fabrice Bugiaud de nous parler de son retour d'expérience. Si Fabrice, tu veux bien du coup mettre ta présentation. Donc, Fabrice Buziot, donc oui, en charge du développement des réseaux de chaleur sur sur la ville d'Annecy. Et donc, je viens vous parler de l'expérience schéma directeur des réseaux de chaleur à Annecy, mais une expérience combinée, en fait, parce que donc on a fait en même temps avec l'AGLO un schéma directeur des énergies, ce que j'appelle donc SDE, donc conduit par l'aglo et conduit par la ville, un SDRC, donc schéma directeur réseau de chaleur, voilà, conduit par la ville. Alors, la diapo suivante. Donc ça, c'était le sommaire du jour. Donc je vous expliquerai un petit peu l'expérience
brièvement en quoi elle consiste, les enseignements qu'on a pu en tirer, les difficultés auxquelles on a dû faire face. Et puis, j'ai une avant-dernière diapo sur les sujets qui me semblent connexes à nos questions de réseau de chaleur. Et puis des fondamentaux que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que ce ne sera pas des poncifs. Voilà. Alors, donc, oui, comme je vous ai dit, en introduction, donc ce qu'on a voulu ville plus agglo, c'est grouper ce travail d'études parce qu'on pense que les énergies elles font système et que si nous ville on s'était interrogé juste sur notre schéma directeur réseau de chaleur, exercice qu'on n'avait jamais fait, hein. Donc si on avait voulu faire juste la chaleur, il nous semble qu'on aurait été dans un focus un peu incomplet par rapport à des liens qui se tissent avec d'autres énergies sur le territoire, des liens ou des technos. Voilà. Donc, il y avait vraiment eu de la part des élus la volonté de combiner ces deux études. Rappelant au passage, mais bon, ça échappe peut-être pas au public, hein, les compétences de chacun, l'AGLO avec son PCAET, qui est coordinatrice de la transition énergétique, et puis la ville qui est compétente sur les réseaux de chaleur. Donc, on a fait un groupement de commandes, on a fait une gouvernance commune de l'étude avec un copil partagé avec élu ville plus élu AGLO. Voilà. Et donc, juste vous rappeler que côté réseau de chaleur, cette partie d'étude-là, elle s'appuyait, je fais une petite publicité, sur le modèle Amorce-ADEME, le cahier des charges pour le schéma directeur des réseaux de chaleur, avec la référence que je vous ai rappelée ici. Voilà. Donc, pour nous, les bénéfices de cette démarche commune, c'était d'avoir une photographie unique et vraiment globale du territoire, chose, je pense, qu'on a réussi à avoir. Alors, je ne peux pas vous en faire une restitution in extenso, hein, parce que c'est des documents qui sont quand même assez volumineux, mais effectivement, en ce sens, je trouve que c'est assez positif de pouvoir embrasser un petit peu tout ce qui est énergie, et non pas que le vecteur chaleur au sens strict. Voilà. Donc, on a eu cette photographie, on a eu aussi ce qu'on voulait, c'est-à-dire au final pouvoir se fixer des objectifs qui soient partagés entre les deux collectivités, partagés notamment par les élus, et puis partagés et puis indiscutables. Moi, dans les projets que j'ai développés après, on n'est plus revenu me dire ce chiffre-là, il ne va pas, ou d'où est-ce que vous le sortez, ou c'est pas légitime, quoi. Voilà, ça vaut le coup, ça vaut le coup de le graver. D'autant plus que, alors c'est le dernier point que j'ai écrit, on le grave d'autant plus que c'est des engagements qui sont traduits après en conseil communautaire et en conseil municipal. Alors juste pour notre sujet de ce jour, pour notre part, pour le sujet réseau de chaleur, à Annecy, on a acté que on devait faire plus 60 gigawattheures d'ENR en réseau de chaleur à échéance 2030. Donc pour nous, ça veut dire, pour nous, Annéciens-Ville, ça veut dire doubler les réseaux de chaleur existants. Voilà. Alors, vous précisez que pour l'instant, il y a très peu d'autres réseaux de chaleur sur le périmètre agglo où ils sont beaucoup plus petits, parce que sur notre agglo Grand Annecy, il y a vraiment une zone urbaine, c'est celle de la ville d'Annecy, quoi. Voilà. Donc notre objectif, c'est de doubler. C'est de doubler à échéance 2030 notre valorisation d'ENR à travers les réseaux de chaleur. Voilà. Et donc, je peux glisser sur nos enseignements. Alors, le premier pour moi, il est de taille, c'est de faire ressortir que la chaleur, et ce n'est pas toujours aussi évident pour tout le monde, c'est vraiment un sujet à traiter s'agissant des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, j'imagine que vous, dans vos collectivités, vous vous êtes engagés, comme l'a rappelé Mona, à cette neutralité carbone à 2050. Nous, à Annecy, on a pris une délib pour cette neutralité carbone à 2050. Donc, l'usage chaleur, il est vraiment primordial pour lutter contre les GES. Je rappelle un chiffre pour Annecy, pour Annecy agglo. La mobilité, c'est 401 tonnes équivalent CO2 par an. Et le chauffage, il vient
pas très loin derrière, donc en numéro 2, à 335 tonnes équivalent CO2 par an. Voilà. Donc ça veut dire, on entend, je veux dire, dans le sens commun et dans les médias, on entend beaucoup parler de transport et de mobilité, un peu moins de chauffage et de réseau de chaleur, mais on voit que le chauffage, il a vraiment une place, alors c'est pas la première, mais en 2, tout juste derrière, il a vraiment une place sensible et il a toute sa légitimité, notamment, et c'est là où je suis parfois un petit peu on va dire, en désaccord avec des collègues d'aménagement, c'est que le chauffage, il doit vraiment être un enjeu d'aménagement. Pour moi, c'est vraiment un outil central quand on voit comme il est classé sur ces émissions de gaz à effet de serre, encore une fois, face à nos engagements de neutralité 2050. Voilà. Après, donc les enseignements, des repères importants, moi, qui ont été dégagés grâce au schéma directeur énergie, c'est la place du biogaz. Alors, sur notre territoire Grand Annecy, si on traitait par biométhane, enfin, si on fermentait 100% des matières fermentescibles sur le territoire, on arriverait uniquement à 9% de la consommation actuelle de gaz du territoire. Donc, le biogaz, j'ai rien contre le biogaz, c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas se leurrer, c'est pas la panacée. Et pour nous, en termes de chauffage, il ne faut pas que ce soit un mirage. Hein, c'est-à-dire, il faut pas constituer des projets en se disant ils seront biogaz. Moi, je pense que c'est pas raisonnable, d'autant plus que, alors j'ai vu un petit peu peut-être le contraire et on pourrait échanger. Pour moi, l'usage du gaz et donc du biogaz pour l'ADEME, il est plutôt axé vers la mobilité et non pas vers le vecteur chaleur. Voilà. Donc moi, juste ce que j'en ai retenu, c'est que le biogaz, attention, ne vous faites pas berner, on ne constitue pas un projet avec du biogaz. Hein, voilà, le biogaz, il aura bien d'autres débouchés que de l'usage chaleur et il y a d'autres ressources à trouver pour alimenter un réseau de chaleur. Un autre point de repère important pour nous, c'était la biomasse, parce que la biomasse, je dirais que c'est quelque chose qu'on maîtrise maintenant dans les réseaux de chaleur, qu'on sait bien faire, et puis c'est un petit peu la solution, je ne vais pas dire de facilité, mais quand même. Donc nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que sur notre territoire, on consomme 2 fois plus de biomasse que l'on en produit. Alors, attention à la dichotomie, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a plus de biomasse. Hein, on sait qu'au niveau national, on a une croissance globale de la forêt. Hein, on ne consomme pas la croissance annuelle de la forêt. Par contre, nous, on sait qu'au niveau local, on consomme plus que ce qu'on produit. Donc, ça, c'est un élément qui nous fait dire que on doit se diversifier pour ne pas avoir des flux de biomasse qui continueraient à rentrer dans nos territoires. On doit surtout pour nos réseaux de chaleur, on doit essayer de s'efforcer de trouver des sources un petit peu différentes de la biomasse. Voilà. Alors, dans les enseignements schéma directeur des réseaux de chaleur, je parle beaucoup, je ne vois pas de questions. Vous m'arrêtez, je ne sais pas, Nicolas, n'hésitez pas à m'arrêter si je... Hein, je te donnerai des stops s'il le faut. OK. Donc, un des attendus des réseaux de chaleur, c'est de définir des zones de chalandise. En fait, ce qu'on appelle zone de chalandise, je vais glisser d'une diapo et puis je reviendrai un petit peu sur celle-là après. Voilà. En fait, c'est de nous faire sur un plan de la ville, un plan patatoïde. Je vous le dis un petit peu de manière simpliste. Chacun de ces plans, ces patates, regroupant une zone de densité énergétique, enfin calorifique, de chaleur, de besoin de consommation de chaleur, qui font qu'il y a un sens économique à développer un réseau de chaleur.
Voilà. Donc, ça, c'est un délivrable. Alors, ça, ce que je vous projette là, c'est le mien que j'ai un petit peu adapté depuis le schéma directeur des réseaux de chaleur. Donc, ça, c'est un délivrable d'un schéma directeur réseau de chaleur. Moi, l'expérience que j'ai pu en avoir, c'est que à cette maille schéma directeur, ça reste un exercice qui est relativement grossier, et avec des imprécisions. Et donc, en fait, ça me permet de glisser à mon quatrième point. Vous faites un schéma directeur des réseaux de chaleur, c'est très bien, mais ne vous y trompez pas, c'est que le début de votre travail. Hein. Ça veut dire que derrière, un schéma directeur des réseaux de chaleur, ce n'est pas un outil opérationnel. Donc, ça veut dire qu'il vous faudra faire, ça y est, je suis allé trop vite, quand vous aurez acté ce schéma directeur des réseaux de chaleur, que vous aurez retenu une zone pour diverses raisons, que vous voudrez aller la fouiller et voir vraiment cette faisabilité sur cette zone-là, il vous faudra aller plus loin et il faudra vraiment faire une étude de faisabilité par un spécialiste. En fait, la petite photo, je ne sais pas si je vais pouvoir l'étirer, ça va peut-être, voilà, ça va casser mon... Non, je ne peux pas les tirer. Alors, en fait, ça, c'est une patate qu'on a reçue du schéma directeur des réseaux de chaleur. Et ce qu'on s'est aperçu quand on a déployé un petit peu, quand on s'est penché un petit peu dessus précisément, c'est qu'il y avait une partie des prospects possibles qui, en fait, étaient chauffés à l'électrique. Donc, qui n'était pas aussi facilement que ça mobilisable comme client pour un réseau de chaleur. Voilà. Tout ça parce que, en fait, à ce stade-là, certains bureaux d'études s'appuient sur des systèmes d'information géographique énergétique, des SIG énergétiques, qui sont des outils, je pense, non aboutis. Voilà. Bien. Avant que tu passes à une phase suivante, je te pose deux questions qui viennent de nous arriver. L'une, c'est et c'est posé par la mairie d'Ugine, et je trouve ça assez intéressant que ce soit posé par la mairie d'Ugine. Quelles sont les idées que vous avez pour remplacer le bois dans le mix de vos réseaux de chaleur à l'avenir? D'accord. Ça, je pense que je pourrais traiter de cette question dans 2 ou 3 slides. Hein, si ça vous va, j'ai un petit truc là-dessus. Et puis, sinon, j'ai une Colline Huard qui a levé la main, donc j'invite à poser sa question directement. Merci. Alors, comme ça peut m'arriver, je ne vais pas poser une question, mais juste donner mon avis sur un point. Je comprends tout à fait la remarque de Fabrice sur l'aspect des schémas directeurs sur les réseaux de chaleur qui ne sont pas forcément opérationnels. Par contre, je veux quand même mettre un gros point de vigilance. Il est possible de faire des schémas directeurs opérationnels dans le cadre de schémas directeurs énergie sur la partie réseau de chaleur. Et pour ça, il faut le prévoir dès le début. Et il faut que les bureaux d'études qui réalisent la mission soient en mesure d'avoir des connaissances en réseau de chaleur suffisamment poussées pour pouvoir le faire. Mais par contre, je ne peux pas laisser dire que dans le cadre d'un schéma directeur énergie, ce n'est pas possible parce que nous, on fait très régulièrement. On a des études qui permettent au final de mettre en place des DSP, de créer des projets sans avoir besoin de faire des études de faisabilité complémentaires. Et là, je parle de création, mais aussi d'interconnexion ou autre. Donc, je veux juste qu'on retienne une chose, c'est que si le cahier des charges est bien réalisé, c'est possible. Alors, il y a aussi une question d'échelle, hein, je pense très clairement là-dessus. On fait pas forcément la même chose à une échelle. Et je pense que c'était aussi la volonté de la ville d'Annecy d'avoir quelque chose de très stratégique et à une échelle d'une grande ville comme Annecy, on va dire grande ville. Et donc, forcément, pas tout dans le détail. Alors, je peux donner un avis de maître d'ouvrage. Quand on fait un cahier des charges pour consulter des bureaux d'études et qu'on a un éventail très large comme ça. Alors nous, c'est vrai que c'est un cahier des charges global, schéma directeur énergie et réseau de chaleur.
Et du coup, on se retrouvait avec un DCE, un document de consultation, qui était très large. Et on voit bien que quand les bureaux d'études y répondent, il y a des impasses. C'est clair. Je veux dire, c'est clair. Et puis, quand l'impasse elle a été faite au chiffrage, il ne faut pas croire qu'on aura le résultat final. Et du coup, je pense, mais je comprends Colline, hein, mais je pense que cette approche en 2 temps, elle peut peut-être vraiment avoir un meilleur résultat, ou alors il faut organiser le marché avec des phases et une DPGF qui fassent que les prestataires identifient vraiment que sur tel point, on viendra à un niveau d'exigence comme vous nous l'expliquiez. Mais dans un marché global, les faire se pencher sur des points précis, bon, après, c'est des expériences de maître d'ouvrage. Très bien. Je pense qu'on va te laisser continuer. Il y a d'autres questions qui ont été posées, mais on te les posera sans doute un peu plus tard, où on y répondra, voilà, avec peut-être l'intervention derrière aussi de la ville d'Allègre. Je te laisse Ok, continuer. ok. Allez. Hop, donc celui-là, je vais glisser dessus. Donc, mon point suivant, c'était les difficultés, rencontrées. C'était les difficultés rencontrées. J'ai pas une diapo, moi? Bah, nous, Ah on non, a non, pas non, ta non, non, diapo. non, j'en ai pas sauté. Non, non, mais autant pour moi. Autant pour moi. Donc, les difficultés rencontrées, alors, soit au moment de la conduite du schéma directeur, soit peut-être, j'ai élargi un petit peu le prisme, soit au moment après plus de développement des réseaux de chaleur, quoi. Voilà. Donc, la démarche schéma directeur, on nous demande de la conduire en concertation. Alors, il faut bien s'avouer que c'est quand même très difficile de motiver, que ce soit des usagers, que ce soit des syndics. Les exploitants, ça va. Mais les clients des réseaux de chaleur, c'est quand même assez compliqué de les faire venir. Alors, le modèle Amorsadem, il demande même qu'il soit à la gouvernance, au COPIL. Alors là, j'ai d'autant plus de difficultés, mais des fois, dans des simples réunions d'échange, c'est quand même vraiment pas facile de les faire venir. Voilà. Malgré que, voilà, moi, j'ai des comités d'usagers, donc il y a des gens que je connais, que je côtoie, mais quand même, c'est pas facile. Autre difficulté autour des énergies de récupération. Alors, voilà, donc c'est l'énergie de récupération, on est d'accord, c'est la meilleure, hein, parce qu'elle est là, on l'appelle aussi fatale, donc elle est là, donc il faudrait commencer par ça. Mais on se rend compte que c'est un champ qui est quand même difficile à investiguer. Donc je vais en remettre une couche, Colline. Alors c'est un champ difficile à investiguer parce que c'est un secteur d'activité qui est à part, avec des sources de chaleur dans les process industriels qui sont parfois un petit peu vraiment variées, vraiment spécifiques, et qui demandent des compétences, je pense, spécifiques, et que tous les AMO qui nous accompagnent, nos collectivités, ils ne sont pas toujours rompus à ce genre de milieu. Voilà. Et je pense que ça nécessite une mission supplémentaire, complémentaire au schéma directeur, parce que ça serait vraiment dommage de passer à côté. Alors, pour ceux que ça tente, alors je l'ai découvert après, mais il y a un cahier des charges sur les études territoriales d'énergie fatale, édité par l'ADEME et la FNCCR. Donc, je vous ai mis la référence ici. Voilà, encore une fois, je pense que ça serait dommage de passer à côté. Et je pense, si je l'ai mis dans le chapitre difficulté, je dois bien le confesser, je pense que c'est quelque chose qui a été un petit peu éludé. J'ai essayé de le rattraper avec un stagiaire qui a fait du travail intéressant, mais c'est aussi un travail de long terme qui a discuté avec les industriels. Et voilà, il faut rester en éveil sur le sujet. Voilà.
Troisième difficulté, eh bien, c'est de trouver le bon terrain pour construire, pour implanter l'unité de production de chaleur. Et comme je l'ai mis, pour moi, c'est le nerf de la guerre, parce que sans lui, on ne fera rien. Alors, effectivement, c'est sûr que ce n'est pas facile, hein. Nous, on a besoin de terrain pour un usage qui est bien particulier, qui amène de nombreuses contraintes. Et du coup, quand on va discuter avec nos collègues de l'aménagement, fonctionnaires ou élus, hein, c'est vrai qu'on n'est pas toujours, très bien accueillis pour être logés en bonne place en zone urbaine. Du coup, on a plutôt tendance à nous repousser un petit peu à l'écart. Mais vraiment, ce qu'il faut voir, c'est que chaque mètre de trop va pénaliser le réseau, hein. On va avoir des pertes de rendement, on va avoir un surcoût pour l'opération qui va se répercuter sur le coût de chaleur final à l'abonné. Donc, pour moi, c'est une de mes difficultés principales de développement des réseaux de chaleur, c'est de trouver ces fonciers. Alors, si vous avez des bonnes recettes, je suis preneur. Moi, je vous ai mis anticiper, positionnez-vous auprès de vos collègues élus, fonctionnaires à l'aménagement, parce que c'est vrai que c'est fondamental, et puis il faut s'y prendre en avance. Voilà. Et puis le petit point orange, mais ça, c'était mon humeur du jour. Donc, j'espère que si vous êtes volontaire pour les réseaux de chaleur au sein de vos communes, eh ben, vous êtes bien accrochés et déterminés, parce que c'est un petit peu le parcours du combattant, et vous risquez parfois de vous sentir un petit peu seul, parce que notre chaleur, on nous explique toujours qu'elle est trop chère. Alors en ce moment, un petit peu moins. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est toujours trop cher. Et puis notre chaufferie, elle ne sera jamais aux exigences canoniques des esthètes. Voilà. Et puis, on n'a jamais vu un réseau de chaleur qui soit une vitrine de la ville. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Et des villes qui mettaient ça en avant, c'est plutôt rare. Voilà. Alors, après, j'avais mes points connexes. Voilà, alors, mes points connexes, en fait. Parallèlement à la conduite d'un schéma directeur réseau, il me semble en fait important d'évoquer quelques sujets. Alors, j'élargis peut-être un petit peu la focale. Je ne sais pas si dans vos collectivités, vous avez à l'agglo, à la ville, si vous bénéficiez de dispositifs d'aide à la rénovation énergétique. Nous, on a une opération à l'agglo, Grand Annecy, qui s'appelle Gécorénov Mon Logement. Et je trouve que se coordonner avec ces gens-là, d'une part, déjà pour s'amener des clients, hein, pour faciliter, pour déclencher des raccordements, je pense que c'est important que d'avoir ce travail collaboratif. Et puis après, il y a pour moi aussi un autre enjeu, c'est que nos réseaux de chaleur, pour ceux existants, des fois, ils sont mités d'immeubles qu'on ne sait pas raccorder parce qu'ils ont des systèmes de chauffage, je sais pas, de l'électrique ou de l'individuel gaz, et bien qu'on ne sait pas connecter, quoi. Voilà. Et je pense que ça va être un de nos enjeux pour développer nos réseaux de chaleur, pour les densifier, que d'aller chercher ces immeubles-là. Et ça nécessite des travaux intérieurs. Et ces travaux intérieurs, forcément, il faut les faire au moment des travaux d'isolation sur le bâti. Et donc ça se discute vraiment plus largement. Et donc avec les collègues qui pilotent ces dispositifs, je trouve que c'est vraiment important de les avoir avec soi, hein. Voilà. Un autre point connexe qui me semble aussi important, c'est qu'il faut réussir à faire reconnaître que et notamment dans le PLUI, que le réseau de chaleur doit être un motif de densification. Alors là, je dois vous avouer qu'en fait, avec mes collègues de Grand Annecy qui travaillent à la rénovation à la mise en place du nouveau PLUI, je suis en train de leur faire des cartes sur lesquelles il y a mes réseaux de chaleur, et ils vont s'en servir. Alors, ça va être un des critères, je pense pas, je veux pas rêver que ça va être le critère unique de la densification urbaine, mais c'est bien de pouvoir travailler avec eux pour qu'ils reconnaissent que s'il y a à densifier la ville,
eh ben, c'est là où on a des réseaux de chaleur. Hein. Voilà, donc un travail important avec eux. Un travail important avec eux aussi, eh ben, je vais revenir sur la question du foncier, hein. C'est-à-dire s'il y a des réserves foncières avec eux, il faut le voir, et puis de manière à ce qu'ils puissent nous la sanctuariser, et puis qu'ils adoptent aussi le zonage qui va bien pour qu'on puisse construire. La plupart du temps, c'est une ICPE, donc il faut qu'elle soit dans la bonne zone. Et puis si au passage, on peut glisser quelques préconisations qui soient favorables au réseau de chaleur dans le PADD ou dans d'autres documents du PLUI, eh ben, je dirais qu'il ne faut pas s'en priver. Voilà. Et puis j'avais deux points connexes un petit peu plus, un petit peu plus parent pauvre pour moi, hein, donc la précarité énergétique et la qualité d'air. Je dirais que c'est à vous de voir sur vos territoires jusqu'à quel point vous voulez les traiter et puis avec quel intervenant. J'avoue qu'à Annecy, ils ont été traités de manière un petit peu inégale, hein, et en tout cas, il n'y a pas eu vraiment d'engagement. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait eu des objectifs et des engagements de prix, mais en tout cas pas sur ces deux thématiques, même si elles étaient un peu citées, abordées dans le schéma directeur. On n'a pas pu fouiller ces thématiques jusqu'à aller dégager des engagements. Ça reste un point de vigilance. Le schéma directeur, il nous a permis, voilà, de les aborder, de les fouiller, et puis après, de les avoir présents à l'esprit pour, quand on construit un projet, ben avoir toujours ce point de repère qui nous permet parfois de mettre quelques conditions supplémentaires, notamment je pense aux chaufferies biomasse. Et là, on est en train de réfléchir à un nouveau réseau avec une nouvelle chaufferie. Et effectivement, il y a des seuils réglementaires qui ne sont peut-être pas très exigeants sur les poussières et on peut peut-être aller plus loin. Voilà, sans que c'est un prix complètement trop fort pour le prix de la chaleur. Voilà. Et enfin, la dernière, c'était les fondamentaux. Alors, j'espère que ça ne sera pas des poncifs pour vous, et du coup, ça va me permettre de répondre à ta question, Nicolas. Alors, moi, ce que je rappelle, alors c'est pas moi, hein, c'est l'ADEME qui dit en 1, on prend de l'énergie de récupération, en 2, on prend de la géothermie, en 3, on prend de la biomasse. Voilà, donc c'est pas moi, c'est une étude ADEME que je vous ai mis là aussi en référence, qui dit ça. Alors, moi, là-dessus, j'avais deux choses à vous dire. La géothermie, très bien. Alors, la géothermie, d'abord, il y a quand même un cadre réglementaire assez important. Donc, je pense qu'il faut vraiment le fouiller assez rapidement quand on évoque la géothermie, notamment quand on est dans la petite géothermie qu'on appelle GMI, géothermie de minime importance. Le décret, là, il donne des zones géographiques avec une cartographie de 3 couleurs. Et quand on est en zone rouge, on n'a pas le droit, alors c'est pas qu'on n'a pas le droit du tout, mais c'est qu'on bascule dans les installations soumises à autorisation, et du coup, là, il y a des enjeux réglementaires qui sont beaucoup plus forts, quoi. Voilà. Donc, si vous visez de la géothermie, il faut assez rapidement aller regarder le cadre réglementaire, je pense. Voilà. Et puis, je voulais rajouter à ces 3 items cités par l'ADEME, là, les 1, 2, 3, je voulais rajouter des choses qui, je sais, tiennent à cœur à Nicolas. Je voulais rajouter le stockage thermique et le solaire thermique. Jusqu'à il y a quelques temps, je pense qu'on n'en aurait pas trop parlé. Mais je dois avouer qu'avec avec les prix de l'énergie complètement fous en ce moment, je pense que ces solutions, elles peuvent reprendre de l'intérêt. Voilà. Et pour rien vous cacher, sur un de nos réseaux, il y a 3 mois, on n'y pensait pas, et il y a 15 jours, on y pensait. Voilà, le stockage thermique. Voilà. Donc, je pense que… Alors je ne sais pas si c'est des sources d'énergie de base pour constituer le réseau, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en capacité de le performer, d'augmenter le taux de mixité. Et je pense que c'est des solutions qui aujourd'hui, au prix
au prix du kilowattheure gaz, un point secours, et bois, qui est son corollaire qui suit, et puis ELEC, quand on fait de la géothermie, potentiellement, on a des pompes à chaleur, donc on a de l'ELEC. Au prix de toutes ces énergies-là, ces énergies complémentaires, le stockage et le solaire, je pense qu'elles deviennent impératives à être étudiées. Je vous avoue que le solaire à Annecy, on n'a pas de foncier, donc là, ça va être très, très, très compliqué. Voilà. Est-ce que je peux te laisser terminer en 1 minute pour Eh les ben, en une questions? minute. Donc, ouais, les deux autres fondamentaux, alors c'est un jeu d'équilibre. Le deuxième point, c'est qu'il faut se diversifier, mais pas multiplier les outils de production. Hein, c'est-à-dire diversifier, c'est-à-dire essayer de ne pas dépendre d'un seul outil de production. Ça, c'est un idéal. Et aussi diversifier ses sources sans mais faire en sorte que les investissements qu'on va faire, eh ben, ils servent vraiment aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas construire des choses dont on va se servir très peu d'heures dans l'année. Et ça, c'est le travail de vos AMO que de trouver le juste équilibre économique de tout ça. Et puis après, ben, ça, c'était mes meilleurs arguments pour convaincre à créer ou à se raccorder à un réseau de chaleur. Je ne vais pas les lister, Nicolas. Les gens, ils l'auront dans le document que tu leur transmettras. Absolument, absolument. Voilà, donc c'est bon c'est terminé en tout cas pour moi là. Voilà. Très bien. Alors, je vous propose de prendre alors les questions qui relèvent de quelle taille de collectivité pour se lancer dans un schéma directeur. Je vous propose qu'on en rediscute après l'intervention de la mairie d'Allègre. Sinon, est-ce que j'avais d'autres questions plus précises par rapport à ta présentation? Du coup, c'était sur la façon, les données utilisées pour faire ces secteurs et patatoïdes dans le schéma directeur. Est-ce que c'est sur, on regarde la propriété foncière des parcelles, la surface construite, les années de construction? Je ne sais pas si tu as des détails à fournir sur ce sujet. Alors, je sais que donc les services, les systèmes d'information géographique énergétique qu'utilisent les prestataires, et en tout cas le nôtre, en fait, ils s'appuient sur les données des concessionnaires ELEC et gaz. Et donc, soit on a un gros consommateur, et auquel cas, ils vont l'avoir spécifiquement. Ça conso de cet abonné sans en avoir le nom, hein, mais ils vont l'avoir spécifiquement. Soit ils ont la donnée à la maille Iris. Hein, la maille Iris, c'est un tout petit quartier, quoi. C'est un pavé d'immeuble, quoi, je dirais. Ok. Alors, on a une proposition de la mairie d'Ugine de nous parler un peu de la récupération de chaleur fatale à Ugine. Et c'est pour ça que j'avais réagi par rapport à justement des autres énergies possibles pour remplacer le bois. Je vous propose qu'on le fasse en veillant à ce que on réserve quand même le temps qu'on a alloué à la mairie d'Allègre pour témoigner également. C'est une autre taille de commune et donc qui est aussi intéressant pour justement voir à quelle échelle on peut déposer, enfin se lancer dans un schéma directeur. Du coup, je laisse la main à Monsieur Messonnier ou c'est Pierre Schneider qui commence. Je ne sais pas, c'est vous qui me dites. Oui, bonjour, Gilbert Messonnier, maire d'Allègre. Donc, si vous voulez, je laisse Pierre Schneider intervenir sur le schéma directeur qu'on vient de mettre en place. Et puis après, je peux peut-être témoigner sur les points forts d'une gestion en régie et les difficultés, peut-être les écueils quant à la mise en route carrément d'un réseau de chaleur tel qu'on les a connus au départ. Voilà. Si M. Schneider est d'accord avec ça. Oui, parfait. Je vais juste lancer le partage d'écran. Tu vois où il faut cliquer, Pierre? Oui, normalement, ça devrait être bon. Je fais juste une petite
Mani. En tout cas, merci à vous deux et merci bien sûr à Fabrice de sa présentation précédente. Et merci à vous deux de vous prêter également à ce témoignage qui nous paraît important pour aider les autres collectivités à se lancer. Voilà, donc voilà, le document Je sais arrive, pas oui. si- Voilà. Ben, je vous laisse commenter le document, Monsieur Schneider. C'est bon, est-ce que le partage fonctionne? Oui, tout à fait. Ok, ben c'est parti. Donc les premières diapositives représentent le contexte un peu du réseau et son historique. Si je vous propose, Monsieur Messonnier, éventuellement peut-être de commenter les 3-4 premières diapositives qui présentent un peu l'historique du projet de réseau de chaleur. Oui, tout à fait. Donc, notre premier réseau de chaleur date de 1986. C'était un petit peu l'ancêtre des réseaux de chaleur, qui au départ, c'était une petite chaufferie qui chauffait la salle polyvalente et le collège. Et voilà, donc l'expérience. Après, on a rajouté un troisième bâtiment qui était la maison de la jeunesse. C'était des bâtiments qui étaient tout autour de cette chaufferie. Aujourd'hui, c'est l'ancienne chaufferie, elle a été délaissée. Et en 2015, on a construit une nouvelle chaufferie dont vous voyez un petit peu l'investissement et puis la subvention qu'on a eue. Donc, voilà. Donc, cette chaufferie, si on continue, voilà. Donc, on a à gauche un petit peu le réseau qui est un réseau surprotégé au niveau notamment du froid. On est à 1000 mètres d'altitude. Alors, pourquoi un premier réseau de chaleur peut-être en 1986? Parce qu'on est quand même dans une région boisée. Il y avait à l'époque 4 scieries à Allègre. Et à l'époque, en fait, ces scieries raclaient tous les vendredis, en gros, tous leurs déchets sur leur terrain. Et elles emmenaient ça dans une décharge publique qui régulièrement, ça prenait feu. Il y avait une fermentation et donc toutes les semaines à peu près, les pompiers allaient arroser le dépôt là-bas. Voilà. Donc en fait, au départ, les propriétaires de scieries nous apportaient à la chaufferie gratuitement, fait sourire aujourd'hui, leurs produits. Ça les débarrassait bien. Voilà. Donc, en 2015, on a décidé de construire un nouveau réseau tel que vous le voyez là. Donc, vous voyez au premier plan, en haut, le collège en longueur et la chaufferie qui se situe derrière. Et en dessous, l'intérieur de la chaufferie avec les 2 chaudières bois, une de 1000 kW, une de 400. À ces 2 chaudières est ajoutée une chaudière fuel en cas de panne des chaudières, en cas de grand froid, si elles n'étaient pas suffisantes, ou encore en cas de maintenance de ces 2 chaudières à un certain moment. Et puis, on a à droite en haut bien la chaufferie actuelle avec à côté à droite le silo qui contient, je crois, 600 mètres cubes de plaquettes forestières. Et en bas, on a le silo tout seul avec son ouverture. Voilà, donc contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de remarques désagréables par rapport à l'esthétique de cette chaufferie. Elle se situe, on voit derrière la grue, on voit un petit peu déjà la forêt, on est en limite de forêt, notamment au pied d'un volcan qui s'appelle le Mont Bar, qui est un volcan strombolien, qui a une réserve naturelle en son sommet. Donc, on ne pouvait pas, voilà, il fallait faire attention quand même à l'esthétique de la construction. Voilà, donc c'est un bâtiment qui se fond assez bien dans le contexte local. Voilà. Eh bien, voilà les bâtiments raccordés au réseau de chaleur. Ben, au départ, on a bien sûr développé un réseau en fonction de ce qu'on appelle, nous, les gros consommateurs, qui sont absolument indispensables à l'équilibre financier de la chaufferie. Donc, la plupart, presque tous nos bâtiments communaux sont connectés. Ce qui aujourd'hui est quand même un gros avantage. On avait autrefois 5 chaudières fuel, on n'en a plus. Le collège que vous avez vu tout à l'heure sur la photo, la maison de la jeunesse qui est tout à côté, c'est une crèche, un centre de loisirs, entre autres. Des logements collectifs, on a une maison d'accueil spécialisée pour adultes handicapés,
un EHPAD, et M. Schneider en reparlera tout à l'heure, et puis des particuliers. Donc, si on regarde le graphique à côté, on s'aperçoit quand même que les particuliers fournissent 18% de l'énergie, utilisent. Donc, au départ, on était parti uniquement sur, on avait un petit peu délaissé les particuliers, puis à un certain moment, on s'est aperçu que si on voulait avoir un équilibre financier, il fallait bien les intégrer et même les démarcher. Donc, on en a trouvé quelques autres. Ces particuliers, évidemment, ils se situent sur les deux axes du réseau. Et encore une fois, voilà, on a un village un petit peu étendu. On a un réseau qui fait 2 km à l'heure actuelle, qui va donc s'étendre un petit peu puisqu'on fait une extension. Et voilà, on a une densité qui est quand même assez faible, ce qui peut être un handicap, notamment au niveau de l'investissement, parce que ce sont quand même les réseaux qui coûtent très cher. Et donc, si on parcourt des mètres et des mètres sans connecter personne, c'est vraiment pas rentable du tout. En ville, évidemment, on n'a pas bien. Voilà donc les deux, si vous voulez, les deux principales branches du réseau. Si on part de la chaufferie, vous la voyez tout à fait à droite. On a une branche qui part vers le haut, là-haut, voilà. Et puis on a une branche qui part vers le sud et qui va jusqu'à l'église, qui monte même dans le village en partie. Voilà. Et puis on va voir tout à l'heure les deux extensions dans le cadre du schéma directeur. Donc, ce que vous voyez en rouge, là, ça mesure environ 2 km. Voilà les caractéristiques du réseau. Alors, la gestion en direct, eh bien, c'est le choix qu'on avait fait, bien sûr, au départ en 1986 pour le tout petit réseau. Et c'est le choix qu'on a gardé parce que, pour l'instant, ça fonctionne bien. Il faut dire qu'on a quand même des appuis forts. Le premier, c'est M. Schneider, qui est ici présent, qui est notre assistant à maîtrise d'ouvrage depuis le départ, qui nous fait un bilan chaque année de notre chaufferie pour voir un petit peu dans son fonctionnement, qu'est-ce qui serait amélioré, etc. Et puis qui nous a bien sûr conduit le schéma directeur qu'on va utiliser pour l'extension. Voilà, je vous laisse commenter un petit peu, M. Schneider. Oui, donc effectivement, on est sur une gestion directe en régie avec une particularité, c'est qu'on est sur un mode de contractualisation avec un allotissement maximal. C'est-à-dire qu'on avait des marchés de maîtrise d'œuvre, des marchés de travaux. La commune contractualise directement avec les fournisseurs de bois. Elle a des contrats également avec le fabricant de chaudières. Et une particularité aussi de ce réseau, c'est que la conduite des installations est également assurée par le personnel communal. Donc, dans la conduite, on a le suivi quotidien, vraiment les opérations d'entretien courant. Et le personnel communal assure également toute la partie gestion, vente de chaleur, facturation et suivi du budget annexe. Et sur ce graphique-là, dans le cadre du suivi, on suit un peu l'historique du prix de la chaleur livré par le réseau. On la comparant notamment à l'énergie de référence qui, en l'occurrence, dans ce cas, est le fioul et le gaz propane, puisqu'on n'a pas de gaz naturel, et ça permet effectivement de voir que le réseau a un prix très stable au regard de l'énergie de référence qui fluctue, et qu'aujourd'hui, sur les 6 premiers exercices analysés, on est légèrement inférieur à la référence, mais je pense que les données de 2022 vont creuser l'écart en faveur du réseau. Donc, le contexte du schéma directeur, donc il y a deux éléments qui ont conduit en fait la commune à réactiver la réflexion sur le développement du réseau. La première, c'est la construction d'un nouvel EHPAD. On verra sur le plan qui est vraiment sur le tracé du réseau, d'une part, et d'autre part, l'existence de programmation de travaux, de rénovation des autres réseaux avec reprise des revêtements. Et ce qui permettait effectivement de réfléchir à la mutualisation de travaux pour étendre le réseau de chaleur. Ce qui a conduit en fait la volonté d'une réflexion globale sur l'évolution du réseau, et donc le schéma directeur
était justement un outil qui permettait de répondre, de pouvoir apporter des réponses aux questions qui se posent dans le cadre de la réflexion sur l'extension du réseau. Donc, dans le schéma directeur, il y avait une partie, effectivement, le schéma directeur qui répond aussi au cahier des charges Amorce ADEME, avec la première partie qui était effectivement l'état des lieux, technique, énergétique, économique. Et la seconde partie, c'était l'étude des potentiels de développement, avec une première partie d'identification de bâtiments. À partir de l'identification, on a défini plusieurs scénarios de desserte. On a essayé comme on le fait classiquement, d'avoir un balayage assez large au départ, et ensuite de cibler les scénarios qui présentaient le meilleur intérêt technique et économique. Et ce qui a permis de faire ensuite une étude énergétique, technique, et puis une étude économique en coût global, afin de voir l'impact de chacun des scénarios comparés. Donc, sur le plan masse qu'on voit là, en rouge, on a le réseau existant, qui est celui qu'on avait sur la vue aérienne précédemment. Et donc là, le plan a été pivoté. Hein, donc le nord est à droite, le sud est à gauche. Donc la chaufferie est tout en bas là. Tout en bas du plan, et donc à droite de la chaufferie, le bâtiment orange, c'est le nouvel EHPAD, le futur EHPAD, qui effectivement se trouve à côté. Et derrière, en plus de ce bâtiment-là qui s'ajoute, on a 2 branches en magenta donc, qui ont été étudiées et qui ont été retenues dans le cadre du programme d'extension. Il y a d'autres branches qu'on avait étudiées, qu'on a exclues parce qu'on n'y avait pas assez de besoins, on était vraiment sur des densités trop faibles. Donc, pour chacun des scénarios, on a mené une analyse énergétique complète, sachant que les éléments clés sont effectivement l'augmentation d'énergie livrée induite par les extensions. Le point important, c'était également l'impact sur la mixité biomasse. Donc, l'avantage, c'est qu'on avait à la base un réseau qui avait une mixité de 99%. Donc, c'est-à-dire qu'on avait déjà une certaine réserve de puissance installée en chaufferie. Et il s'avère que les extensions en théorie dégraderaient de 2%, mais ce qui reste effectivement très, très faible. Et le fait d'avoir une mixité effectivement aussi importante est prépondérant, puisque aujourd'hui, même les quelques pourcents de fuel qu'on peut avoir en appoint peuvent vite avoir un impact important sur les charges de R1. Et donc, on a effectivement également caractérisé l'intérêt environnemental des extensions, puisque ça permettrait d'augmenter les gains sur les émissions de CO2 de 33 à 37%. Grosso modo, c'est proportionnel aux gains sur l'énergie livrée, sachant que tous les bâtiments qu'on raccorde étaient initialement chauffés au fioul. Donc, les principales données économiques résultant de l'étude réalisée dans le cadre du schéma directeur, donc on a un investissement de 630 à 830 KE hors taxe. On a estimé les subventions entre 13 et 15%, sachant qu'on est, en appliquant les règles du fonds chaleur, potentiellement pénalisé par la problématique de densité. Et en première, alors aujourd'hui, c'est effectivement des chiffres qui pourraient évoluer, mais en première approche, on est plutôt assez prudent quand on modélise économiquement les évolutions du réseau. Et donc, malgré ces taux de subvention plutôt faibles, on peut financer les extensions de réseau en conservant les tarifs de vente de chaleur actuels. Et ce qui permettra de consolider l'équilibre du service public. Et donc, suite à ces différentes analyses, à ces études, on était effectivement plutôt sur une approche opérationnelle, j'allais dire, puisque c'est vrai qu'on est sur une taille de réseau un peu plus petite, hein, c'est-à-dire que les conclusions du schéma directeur ont permis d'enchaîner sur des phases plus opérationnelles directement, à savoir une signature d'accord de principe par les différents prospects identifiés dans le cadre du schéma,
Ensuite, il y a eu le choix d'un maître d'œuvre et le maître d'œuvre actuellement est en train de travailler sur les études d'avant-projet, puisqu'on est sur le même mode d'évolution, c'est-à-dire de marché, à savoir un marché de maîtrise d'œuvre et ensuite des marchés de travaux. Donc voilà, où on est aujourd'hui et ce que le schéma directeur, ce à quoi il a conduit en termes d'aide à la décision et d'étendre le réseau. Très bien. Ben, merci à vous deux pour votre intervention concise et claire, qui répond complètement à l'interrogation que j'ai lue sur à partir de quelle taille de réseau ça peut se défendre de lancer un schéma directeur. On voit que dans votre cas, voilà, on est sur une commune de taille modeste, avec certes enfin, voilà, des consommateurs significatifs quand même, avec l'EHPAD et le collège, mais en tout cas que voilà, un schéma directeur, ça peut être vraiment l'occasion de réinterroger à l'occasion de le raccordement d'un nouveau bâtiment ou d'un nouvel équipement qui se construit. Et puis, du coup, j'avais une question pour lancer un peu la question. Dans votre prospect au niveau des particuliers, vous rencontrez quel type d'accueil? Est-ce que c'est facile d'aller chercher de la maison individuelle? Comment est-ce que vous vous y prenez? Alors, au départ, lorsqu'on a vraiment construit le réseau, c'est-à-dire en 2015, à l'époque, les énergies fossiles n'étaient pas au niveau d'aujourd'hui. Donc, c'était un peu plus compliqué de convaincre des usagers de se brancher au réseau de chaleur parce que leur première question, c'est toujours « mais combien on va y gagner ?» quoi. Donc, à l'époque, c'était quand même évident, moyennement quand même, quoi. Aujourd'hui, dans le cadre de l'extension, ce sont les usagers qui voudraient se brancher qui viennent nous solliciter. Donc, ça se comprend facilement, hein, vu les coûts actuels du fioul et du gaz. Ici, c'est surtout du fioul ou de l'électricité. Et ce qu'on nous annonce pour l'avenir, on n'a pas de problème pour accueillir de nouveaux usagers. Après, les problèmes, ils sont plutôt techniques. M. Schneider peut en parler plus que moi. C'est-à-dire, c'est raccorder de nouveaux usagers sur le réseau, alors qu'en 2015, on était allé les voir. Ils nous ont dit non, non, ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, ça les intéresse. Après, techniquement, par rapport à la fragilité du réseau qui peut exister, on a eu des fuites sur ce réseau. Donc, c'est pas très conseillé d'aller sectionner le réseau, la canalisation, on va dire le réseau principal pour brancher juste une maison. La conséquence, c'est que derrière, on peut avoir des fuites et que lorsqu'on a des fuites, c'est quand même, on l'a vécu, extrêmement ennuyeux. Mais aujourd'hui, voilà, on aurait d'autres usagers qui souhaiteraient effectivement se brancher. Il y en a même qui font le forcing pour essayer d'intégrer le réseau, alors que pour l'équilibre financier du réseau, c'est plutôt un inconvénient si on les prenait. Mais ça, ils ont du mal à l'entendre. Ouais, ça, j'entends. Nous, on comprend bien effectivement que ce n'est pas toujours simple. Et du coup, est-ce que vous en avez profité pour prendre votre délibération par rapport au classement du réseau? Non, alors c'est vrai qu'on n'a jamais évoqué le sujet. Je ne sais pas ce que M. Schneider en pense. Oui, non, effectivement, c'est un sujet qu'on n'avait pas évoqué dans le schéma directeur, mais il faudra effectivement qu'on le précise. Ouais. Voilà, après, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'encore une fois, la densité du réseau est un écueil lorsqu'on est en campagne parce que il est quand même peu dense. Il faut aller voilà, à un certain moment, il faut quand même maîtriser l'extension, sinon on va à la catastrophe sur le plan financier, certainement, notamment en investissement. Et alors qu'en ville,
voilà, on peut avoir un réseau, je suppose, extrêmement dense, puisque toutes les maisons se touchent, que c'est plus facile et que par rapport aux subventions de l'ADEME, je trouve que 15% aujourd'hui sur l'extension du réseau, alors qu'on avait eu 40 en 2015 pour la mise en place du réseau, je trouve que c'est très léger aujourd'hui comme aide. Voilà. Très bien. Bon, là-dessus, je ne sais pas si… Je peux rebondir peut-être. Ah, bah voilà. Oui. Bonjour à tous, Nelly Lafaille Oui. à l'ADEME. Je suis désolée, je n'étais pas au début, je vous prie de m'excuser. Pierre, tu m'expliqueras comment tu as calculé les 15%, parce que c'est un dossier qui n'a pas été encore instruit par l'ADEME. Hein. Non, Mais c'est assez facile effectivement de prévoir les aides aujourd'hui parce que nos dispositifs ont évolué et qu'on est sur des montants d'aide forfaitaires au mètre linéaire quand il s'agit de réseau ou au mégawattheure quand il s'agit d'unités de production de chaleur renouvelable. De biomasse en l'occurrence, la plupart du temps. Donc, ça permet de prévoir à l'avance le montant d'aide qu'on peut attendre. Alors, effectivement, la simplicité et la prévisibilité des aides, ça a des inconvénients et ça a notamment l'inconvénient que c'est moins souple et ça s'adapte moins aux contextes locaux. Néanmoins, là, comme on est au mètre linéaire, la faible densité, normalement, ne devrait pas venir pénaliser les choses. Hein. La faible densité pénalise effectivement les réseaux ruraux puisque on vend moins de chaleur par rapport à ce qu'on distribue, on est d'accord, mais par contre en termes d'aide, comme on aide au mètre linéaire, normalement ça change pas grand-chose. Je voulais juste rebondir sur globalement le fait que dans les réseaux ruraux, on a aussi des réseaux, on va dire urbains ou sur des villes moyennes qui ont des problèmes de densité. C'est des choses qui évoluent. Alors on continue d'avoir à l'ADEME ce discours de bien regarder la densité avec un critère d'éligibilité au-dessus de 1,5 ou au-dessus de 1 quand on est dans le cadre d'un contrat chaleur renouvelable. Donc on a déjà quand même fait évoluer les choses, c'est-à-dire qu'on a obtenu du national et donc du ministère de descendre ce critère à 1 quand on est dans le cadre d'un contrat chaleur renouvelable. Et moi, j'ai tendance à dire de plus en plus aux porteurs de projets qu'il faut voir le réseau de chaleur comme un investissement, comme un service public. C'est-à-dire que vous équipez votre bourg d'un équipement, pardon, et que cet équipement, il a un coût. Voilà, quand vous construisez une médiathèque ou une piscine, vous partez du principe que cet équipement aura un coût pour la collectivité. C'est la même chose pour un réseau de chaleur. Et on a même la commune d'Anzal-Luguet qui a fait pas mal le buzz dans le Puy-de-Dôme, qui a permis à un certain nombre de propriétés qui étaient en vente sur la commune depuis plusieurs années de les raccorder au réseau. Et la vente s'est réalisée dans les 6 mois qui ont suivi, quoi. Donc votre bourg prend de la valeur quand vous l'équipez de cet équipement, comme si vous l'équipiez d'une piscine ou d'une médiathèque. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit augmenter. Enfin, malheureusement, les subventions ne sont pas forcément augmentées. Par contre, vous pouvez complètement aller taper à la porte des dispositifs de subvention dédiés au développement local, que sont la DESIL et la DETR, qui entendent ce type d'argument. Et puis, nous, on va dire, chargés de mission à l'ADEME de territoires un peu plus ruraux, on continue de porter cette parole-là au national, et ça avance petit à petit. Je m'en réjouis en tous les cas, c'est très bien. Alors, de dire que assimiler un réseau de chaleur à un service public, je trouve qu'à la limite, ça peut être un peu dangereux parce que vous savez très bien que devant tous les usagers, enfin tous les habitants doivent être égaux devant un service public. Or, je veux dire, à ce moment-là, quelqu'un qui habite à 200 mètres après la dernière maison, vous avez raison. Il va dire, mais moi, je veux être connecté parce que c'est un service. C'est comme le ramassage scolaire, les ordures ménagères, ça, ce sont des services publics. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends complètement. C'est un grand débat qu'on pourrait avoir aussi avec les parents d'élèves ou avec les parents, justement, avec les pas parents d'élèves qui ne comprennent pas pourquoi ils payent pour refaire la cour de l'école. Mais vous avez raison. Voilà. Eh ben, merci à vous pour ce témoignage éclairant et qui montre bien, voilà, pour moi, c'était vraiment important qu'on montre que les petites communes en régie peuvent et devraient
réinterroger leur réseau qui a été construit autour de bâtiments communaux. Service public ou pas service public, ça c'est un autre débat que Oui. Amorce d'ailleurs nourrit assez régulièrement voilà, pour aider les collectivités qui se posent ces questions. Avec pourquoi pas la participation citoyenne, ça fera l'objet, je pense, d'autres webinaires. On en a déjà fait sur les réseaux de chaleur citoyens. En tout cas, voilà, ça montre qu'il y a encore de plus en plus d'intérêt à faire cette démarche de réflexion. Et du coup, on va passer sur les outils un peu pratico-pratiques sans transition. Si on voulait peut-être profiter de la présence de la mairie d'Ugine pour qu'elle parle de son unité de récupération de chaleur. Alors, en 1 ou 2 minutes. Très rapidement, si vous voulez bien. Donc, Michel Chevalier adjoint, juste pour dire, par rapport à l'intervention de la personne d'Annecy, de dire que c'est compliqué, sans être compliqué, de travailler avec un industriel. On a aujourd'hui un réseau qui fait 6,5 km et qui, pour produire, on a 74% de biomasse et 26% de gaz. On a travaillé avec la société Ugitech, c'est un grand industriel, pour voir si on pouvait récupérer la chaleur fatale des fours de réchauffage de couronne. On a donc fait une étude avec un cabinet pour savoir si c'était rentable. Réponse oui. Donc ensuite, on a travaillé avec la société Ugitech qui, bien entendu, n'avait pas les moyens d'investir. Donc c'est la commune d'Ugine qui a investi environ 1,3 million d'euros pour faire l'ensemble de la récupération de la chaleur fatale. On a travaillé également avec notre prestataire de chaufferie qui est la société d'Alca. Et aujourd'hui, on commence à se mettre en situation de récupérer la chaleur fatale. On a commencé depuis 1 mois, ça va dans le réseau. Et puis, on va pouvoir passer de 74% de biomasse, 26% de gaz, à 74 biomasse, 20% de chaleur fatale et 6% de gaz. En sachant que la société Ugitech nous donne la chaleur fatale, puisque c'est nous qui avons investi. Et on va vendre la chaleur fatale de mégawatt, 20 € le mégawatt à Dalkia, alors que si on regarde par rapport au gaz, aujourd'hui, il est à 245 € le mégawatt. Donc, on va pouvoir diminuer le coût de la chaleur vendue à ceux qui sont rattachés au réseau de chaleur. Donc, pour pouvoir le faire, il faut avoir, bien entendu, une connexion très, très importante avec l'industriel pour pouvoir discuter avec lui en amont et ensuite, tout se passe très bien. Voilà. Très bien, merci pour votre témoignage. Pour ceux qui sont intéressés, j'imagine que vous pouvez sans problème répondre à des questions et je pense également à la ville de Vienne qui a travaillé avec un industriel pour créer son réseau de chaleur. Donc, il y a des exemples réussis en Rhône-Alpes sur ce sujet-là. J'en profite, voilà, puisqu'il y a d'autres participants qui ont suivi ces projets. Je continue donc l'ordre du jour parce que le temps nous presse malheureusement. Et je vais passer la parole à Thomas Knight qui va vous présenter les outils qui vous permettent de commencer un travail qui sera sans doute pas celui d'un bureau d'études, mais voilà, quels sont les outils qui permettent de voir s'il y a un intérêt à développer les réseaux de chaleur, notamment les outils numériques, à la fois donc de planification, mais aussi des outils numériques de conception. Je te laisse la parole, Thomas. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Knight. Effectivement, je travaille dans le pôle Intelligence Territorial Observatoire chez Aura2E. Et donc aujourd'hui, je vais effectivement, comme Nicolas a déjà identifié, parcourir quelques outils de planification différents, aussi que focaliser sur un de nos outils développés en interne, Terhistory, et aussi le développement à venir grâce aux différents financements, dont RegDHC, par exemple. Donc, je vais essayer d'aller relativement rapidement. Donc, le but, c'est de rendre la planification plus facile.
Donc, voilà, en fait, il y a pas mal d'outils de différents niveaux que je vais détailler. Mieux comprendre cet outil en particulier et aussi identifier les développements à venir et où est-ce que ça peut vous aider. J'ai déjà entendu parler de différents besoins à un niveau territorial, donc on va regarder ça ensemble. Donc, les différents outils, il y a les outils simples et les outils relativement complexes qui servent à différents besoins. Donc, par exemple, les visualisations des réseaux et potentiels, niveau cartographique, par exemple, les vraies simulations de l'intégration des énergies renouvelables ou même le fonctionnement des réseaux spécifiquement. Donc, en termes de cartographique, comme je vous ai indiqué déjà, il existe Terra-History, mais aussi Hotmaps, qui est un niveau européen qui traite spécifiquement la chaleur et le froid, et aussi s'imaginer qui intègre les réseaux énergétiques à niveau territorial aussi. Comment on peut intégrer les ENR? En fait, il y a différents outils. Encore, NRSIM, par exemple, c'est les différentes énergies renouvelables sur un réseau de chaleur déjà. Aussi, Pixel pour estimer la solarisation spécifiquement sur un réseau. Je ne vais pas détailler tous les outils, mais vous pouvez regarder après suite à l'envoi des transparents. Et en fait, le fonctionnement des réseaux également, donc District Lab H par exemple, c'est vraiment le fonctionnement de réseau détaillé spécifique à différents besoins. Mais encore, je ne vais pas aller dans le détail de tous les outils, je vous laisse regarder ça dans votre plaisir. Donc, Terra-History, je vais vous donner un peu plus de détails. Depuis 2018, c'est disponible en ligne. En fait, je vais essayer de vous envoyer le lien ici, comme ça vous l'avez. Et c'est actuellement disponible dans 6 régions en France et ça sera bientôt open source, donc il veut dire que tout ce qui est développement et les informations derrière seront disponibles à tous les utilisateurs pour aller regarder et aussi modifier si besoin. Et en fait, c'est développé avec un consortium de partenaires divers qui contribuent. Effectivement, donc on peut suivre les trajectoires en utilisant cet outil des objectifs régionaux. On peut regarder les potentiels ENR, aussi que les données historiques en termes d'émissions de gaz à effet de serre, consommation d'énergie, etc. Aussi, pardon, ça bouge pas. Voilà. Donc, c'est cartographique où on peut visualiser des différents indicateurs en haut à droite, par exemple, c'est une capture d'écran. En bas, on a la stratégie territoriale où vous pouvez renseigner vos actions jusqu'en 2050, où est-ce que vous allez avec, dans votre territoire en prenant en compte différentes infrastructures et énergies renouvelables. Et ça va vous simuler tous les impacts énergie, émissions, aussi socio-économiques également. Et dernièrement, il y a un module tableau de bord où vous pouvez modifier et ajouter vos propres indicateurs qui sont déjà disponibles dans Terra-History pour faire votre tableau de bord spécifique à votre territoire. Et maintenant, je vais vous parler des parties spécifiques au réseau de chaleur. Donc, actuellement, vous pouvez visualiser les tracés de réseau de chaleur. Par exemple, voici un capture d'écran de Lyon et Villeurbanne. Donc, relativement facile à utiliser. On est toujours en train de mettre à jour ces jeux de données. Donc, pendant que je vous ai présenté quelques outils, ce n'est pas exhaustif non plus, donc je suis conscient qu'il y a d'autres outils à disposition. Et le but de Terra-History, c'est de réunir beaucoup de différents jeux de données ensemble pour pouvoir faciliter la planification en prenant en compte beaucoup d'éléments. Donc, vous avez les tracés de réseau déjà. Vous avez également les potentiels solaires thermiques, par exemple, dans d'autres ENR. Ici, c'est une maille communale. Donc, un développement à venir, c'est de rendre cette visualisation plus spécifique que communale pour être plus utile pour l'intégration dans les réseaux de chaleur. Mais déjà, ça vous donne une idée sur une commune, le potentiel de solaire thermique possible.
Et notre indicateur possible, c'est la part des logements déjà desservis par un réseau de chaleur sur le commune. Donc, ça, c'est ce qui existe. Et le développement à venir, comme je vous ai dit, grâce aux différents financements, dont RAISE-DHC, on peut ajouter les différents jeux de données supplémentaires, les infrastructures aussi. Et voilà, on peut ajouter même plus de potentiel énergétique, par exemple, la géothermie, voire le solaire thermique et la chaleur fatale plus tard. Mais actuellement, on est en train de chercher les données. Nous avons les données grâce au BRGM, des ressources géothermiques à maille 100 mètres par 100 mètres. Donc, ça, ce n'est pas la dernière visualisation disponible, ça, c'est à venir, mais ça vous donne une idée déjà de ce qui est possible. Et malheureusement, c'est disponible seulement en Rhône-Alpes, ce n'est pas encore disponible en Auvergne. Et évidemment, peut-être vous connaissez geothermise.fr développé par BRGM. C'est les mêmes données que nous appliquons ici pour faire le lien avec d'autres jeux de données, comme par exemple la demande de chaleur produite par CRMA. Encore, c'est une maille 100 mètres par 100 mètres. Ici, c'est le secteur tertiaire, mais vous pouvez voir facilement où est la demande en fait, de chaleur. Qui était déjà mentionné dans une ou deux présentations précédentes. Et pourquoi pas fusionner ces deux jeux de données, par exemple, pour identifier où il est un grand ressource de géothermie et où est la demande, et même voire même plus ajouter les tracés de réseau au-dessus de ça aussi, pour voir ce qui existe, voir les extensions possibles. Donc, voilà, juste pour vous donner les outils à votre disposition, avec pas mal de données disponibles aussi. Voilà, Terra History, c'est à votre disposition aussi que d'autres outils, mais nous serons aussi contents de répondre aux questions aujourd'hui ou plus tard, si vous voulez. Merci beaucoup. Merci Thomas. Donc, des outils qui sont bientôt amenés à vous être utiles, y compris pour commencer à regarder un peu comment ça se comporte par rapport à votre territoire. Et puis, il faut des outils aussi financiers. Et là, c'est Lorraine qui se charge de nous faire un point sur comment on finance évidemment ces études et ce qui va en découler. Oui, donc si vous voyez bien mon écran, je reprends du coup la parole avec casquette plus opérationnelle que tout à l'heure, donc pour la direction Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME. Donc sur les aides qui existent, donc très rapidement, en plus Nelly en a parlé tout à l'heure. Donc, l'aide de l'ADEME pour la chaleur renouvelable et les réseaux de chaleur, c'est le fonds chaleur que vous connaissez, qui va venir subventionner les études et aussi les investissements. Donc là, aujourd'hui, on parle plutôt d'études quand on parle de schéma directeur et les investissements, on en a parlé tout à l'heure, donc à la fois les nouveaux moyens de production de chaleur renouvelable et de récupération, et puis les réseaux qui vont distribuer cette chaleur renouvelable et de récupération à condition qu'ils soient alimentés par au moins 65% de NRR. Si on revient sur les études qui concernent les réseaux de chaleur, donc aujourd'hui on parle des schémas directeurs, il y a aussi des études d'opportunité et de faisabilité. Ces subventions, elles peuvent se faire suivant les contextes locaux, soit en direct, et aussi suivant les tailles des projets, hein, soit en direct, soit via les contrats chaleur renouvelable qu'a mentionné ma collègue Nelly Lafaille tout à l'heure. Qui ne font pas forcément l'objet aujourd'hui, mais dont on peut reparler si besoin. Une petite précision quand même importante sur les schémas directeurs. Les schémas directeurs, on n'a pas mentionné en fait, le fait que les collectivités locales, de par la loi énergie-climat de 2019, elles ont l'obligation d'élaborer un schéma directeur de leur réseau de chaleur pour tous les réseaux de chaleur et de froid publics, 5 ans après mise en service et à mettre à jour tous les 10 ans, donc sur le même rythme que la mise à jour des périmètres de classement d'ailleurs. Voilà, ça c'est la précision réglementaire et la précision pour l'ADEME, enfin plutôt pour les financements, c'est que
si à un moment, vous adressez une demande de financement sur une évolution, de réseau de chaleur, que ce soit une extension ou un verdissement, il faudra fournir en fait le schéma directeur qui a été fait, sur ce réseau existant, pour, montrer en fait la cohérence du projet. Hem Donc voilà, les études, du coup, elles sont financées, de l'ordre de 50 à 70 et les investissements, c'est, suivant la taille des projets, soit forfaitaire, comme ce qu'a mentionné, Nelly tout à l'heure, soit, calculé par, une analyse économique du projet, pour les plus gros projets. Ensuite, un tout petit point aussi pratique sur les outils, en termes de cahier des charges qui sont à disposition. J'en ai mis quelques-uns, et puis je pourrais remettre les liens aussi. L'ADEME demande de suivre le guide de réalisation des schémas directeurs, réseau de chaleur et de froid existants. C'est un guide Amorce ADEME, donc qui est sur le site de l'ADEME. L'ADEME met aussi à disposition des modèles de cahier des charges. Cahier des charges de schéma directeur, d'études schéma directeur. Et puis, il y en a un autre qui est plus général et plutôt lié à de la création de réseau, donc qui nous concerne moins aujourd'hui, sur des prestations d'AMO et d'études de faisabilité nécessaires à la mise en place d'un réseau de chaleur. Voilà, je remettrai, les liens, mais comme ils ne sont pas forcément toujours faciles à trouver, je les ai mis à même les slides. Dernière information, en ce moment jusqu'au 14 octobre, donc c'est pour encore une petite période, l'ADEME national a lancé du coup un appel à projet qui permet de financer les études liées au réseau de chaleur, donc dont les schémas directeurs, de manière un petit peu plus avantageuse, que le financement habituel. L'idée étant, de donner un coup de boost, au développement des réseaux de chaleur et de froid. Voilà, avec un financement qui est entre 80 et 90 suivant les cas, des études. Et j'ai fini sur les outils financiers, j'ai essayé d'être rapide. Vous avez ici, les contacts des personnes, qui travaillent, au sein de la direction régionale sur ces sujets-là. Voilà, et puis, j'ai indiqué, des points d'entrée, sauf si vous êtes déjà peut-être en contact direct avec certains d'entre nous, mais donc sinon vous avez des points d'entrée par, département à votre disposition en cas de questions. Merci Lorraine. On vous envoiera évidemment toutes les présentations, et vous aurez donc tous les contacts et les liens nécessaires pour contacter, les personnes adéquates. Je me permets d'engager la conclusion puisqu'on a dépassé de 2 minutes notre webinaire, mais voilà, j'ai encore 2-3 informations à vous partager, notamment parce qu'on a parlé du projet RES-DHC, qui est un projet européen dans lequel on est impliqué avec le CEA, à Chambé, enfin, au Bourget-du-Lac. Nicolas, je pense Oui. qu'il faut que tu bascules tes affichages. Oui, je fais ça tout de suite. Et du coup, voilà, on travaille avec le CEA et avec les acteurs régionaux des réseaux de chaleur pour développer un peu l'information, la sensibilisation et l'aide au territoire. On a eu notamment le 12 septembre et on mettra les ressources à disposition, un groupe de travail pour mobiliser des fonds européens pour augmenter, on va dire, les moyens d'ingénierie dans les réseaux de chaleur, que ce soit pour les opérateurs ou pour les collectivités. Il y a des opportunités à les saisir, et donc on voudrait engager une démarche à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes. Fin septembre, on a un voyage d'études à Copenhague, donc si vous avez intéressé par le solaire thermique notamment, mais par aussi la philosophie des réseaux de chaleur danois qui est très inspirante, hein, vous êtes les bienvenus, mais il faut se dépêcher de revenir vers moi. On a avec l'INES PFE, j'ai vu que Julie Rudy était là,
le 20 octobre à 11 h, un webinaire sur le solaire thermique dans les réseaux de chaleur. On en a un peu parlé au cours de ce webinaire, donc je me permets de vous réorienter vers ce webinaire qui est sur notre site internet pour s'inscrire. Le 25 novembre, on aura un séminaire entre la France et le Danemark, enfin en tout cas entre Auvergne-Rhône-Alpes et le Danemark, sur les réseaux de chaleur performants qui se déroulera à Grenoble. Donc on n'a pas encore le détail du programme, mais je pense qu'il y aura vraiment des ateliers intéressants pour tout un chacun. Et puis, on a parlé d'Annecy aussi dans ce webinaire, et notre prochain partenaire meeting avec les partenaires européens se déroulera à Annecy en février 2023. Et à cette occasion, on pourra visiter un certain nombre de réseaux de chaleur à Annecy, dont certains sont voilà, des réseaux de la commune, mais aussi des réseaux, notamment le réseau qui prend son énergie dans le lac, ou sans doute le réseau aussi développé par Terractem qui utilise la géothermie. On a vu que c'était aussi un des sujets d'avenir. Donc voilà, quelques rendez-vous auxquels je vous invite à participer et à nous recontacter. Ça, c'est la slide finale. Bon, pour le CEA et pour RA2E, vous aurez les contacts. Et maintenant, il ne reste plus qu'à vous remercier tous d'avoir tenu jusqu'au bout, et en espérant que ça vous a suffisamment intéressé. D'ailleurs, petite minute pour répondre à un petit sondage, voilà, pour juger un peu de la participation, enfin de l'intérêt que vous avez eu à assister à ce webinaire. Merci d'y répondre pour qu'on puisse capitaliser tout ça et faire mieux la prochaine fois si on n'a pas été très bon. Voilà, s'il y a des questions, on peut continuer, hein, vous voulez intervenir, n'hésitez pas à demander la parole. Je me permets de remercier tous les intervenants. Du coup, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, tout le monde a été très clair. Et donc, je remercie évidemment tous nos intervenants de leur disponibilité. Et je vous donne rendez-vous pour un futur webinaire, toujours autour des réseaux de chaleur en ce qui me concerne, ou de la chaleur renouvelable. Je vous souhaite une bonne fin de journée.